Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Vanessa, merci d'être notre invitée dans ce nouvel épisode de Racine Franco. Racine Franco, c'est quoi? Je vous le rappelle, eh bien c'est cette nouvelle émission radio et vidéo hebdomadaire qui vise à faire mieux connaître et à partager les différentes composantes culturelles de notre francophonie ontarienne actuelle. Alors plus simplement, je vais aller à la rencontre de différentes personnalités de notre belle communauté francophone et ensemble on parlera de leur pays ou de leur région d'origine et de leur culture qui leur est propre et surtout comment on vit cette belle francophonie qu'on est ici à Toronto en minorité francophone. Et je rappelle et je souligne que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Aujourd'hui, avec moi, j'ai Vanessa Bouabout. Comment ça va, Vanessa, aujourd'hui? Bonjour, merci à vous. Ça va bien? Ouais, je suis contente que tu sois avec nous. Oui, merci pour m'avoir accueilli ici. Écoute, avec grand plaisir, surtout que toi, en plus, tu as une particularité, c'est que tu es né de parents libanais, donc origine libanaise, francophone, super, et né à Abu Dhabi. Alors, Abu Dhabi, pour plein de gens, c'est ce nouveau pays qui est sorti du désert. On dirait que c'est un tout nouveau pays. Donc, on en parlera aussi un petit peu. Mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs avant qu'on parte dans le vif du sujet? Oui. Je suis étudiante. J'ai immigré au Canada, peut-être ça fait 11-12 ans, de Abu Dhabi. Mais, comme tu as déjà mentionné, je suis d'origine libanaise. Mes parents sont libanais, mes grands-parents sont libanais, ma famille est libanaise. Et ouais. Ok. Et donc, du coup, toi, tu es né à Abu Dhabi. Comment c'est Abu Dhabi? Parce qu'on a l'impression que Abu Dhabi, c'est comme un peu Dubaï. C'est ces nouveaux pays qui ont émergé un petit peu du désert. On en a fait des grandes structures, des grands endroits. Mais peut-être que je me trompe complètement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors, c'est pas... Dubaï est plus fameuse qu'Abu Dhabi en tant que ville. Les gens, d'habitude, ils ne connaissent pas trop Abu Dhabi quand je leur mentionne la région. Mais si je leur dis Dubaï, ils savent de quoi... Abu Dhabi, c'est connu aussi avec la Formule 1, parce qu'il me semble qu'il y a un circuit maintenant. Il y a un circuit là-bas, puisque c'est en fait la capitale des Émirats Arabes Unis. Alors, tous les événements d'habitude se passent à Abu Dhabi. Alors, même si les gens, ou bien le tourisme se passe plutôt à Dubaï, il y a toujours beaucoup de monde, il y a toujours beaucoup d'émergence, beaucoup de modernité à Abu Dhabi aussi. Et du coup, pourquoi tes parents, qui eux sont nés au Liban, vous avez déjà immigré en premier à Abu Dhabi? C'était plutôt à cause de mon père, parce qu'il est ingénieur. Alors, il a immigré là-bas pour travailler. Et puis, ma mère aussi, elle est travailler là-bas. Alors, c'est plutôt à cause du travail. Et aussi parce que le Liban, comme vous connaissez, c'est pas toujours le pays le plus stable. Ouais. Alors, c'était plus facile de trouver un travail à Abu Dhabi que c'était au Liban à ce temps-là. Ok. Et qu'est-ce que tu penses avoir ramené avec toi il y a 11 ans dans ta valise d'enfant? Parce que du coup, on le voit, tu es déjà super jeune, mais du coup, il y a 11 ans, tu l'étais encore plus. Ouais. Qu'est-ce que tu penses avoir ramené avec toi dans ta valise comme morceau de la culture, que ce soit de ta culture libanaise ou de ta culture que tu as récupérée un petit peu au passage à Abu Dhabi? Principalement la nourriture. Je l'ai à chaque fois celle-là. C'est soit la nourriture, soit le côté chaleureux des gens en général. Ouais, la générosité aussi, mais surtout la nourriture parce que quand on cuisine à la maison, quand on mange, c'est toujours quelque chose à rapport du Liban. Bien sûr, il y a les autres, le fast-food et tout ça, mais d'habitude, c'est la nourriture. Et une chose, en fait, qui était un peu choquant quand je suis venue ici, c'est que le déjeuner et le dîner, c'est un temps différent qu'on le fait au Liban. En fait, ici, par exemple, à l'école, ils venaient avec des thermos, avec un dîner pas mal suffisant. Par contre, moi, je venais avec une tartine, une petite sandwich. Et puis, on mangeait notre plat quand on retournait à la maison, vers 3h, 4h. Et puis,
notre dîner, ou bien souper comme ils disent, c'était plutôt juste aussi une sandwich. Et puis, c'était vers 7h, 8h du soir. Par contre, ici, ils ont leur dîner, c'est plutôt comme leur plat général de la journée. Et ils le font vers 5h, 6h. Alors ça, c'était un peu un changement. Maintenant, on a une intégration des deux, dépendant quand on termine de cuisiner. Parfois, on mange vers 5, vers 4. Et parfois, on garde nos traditions à manger vers 7h, 8h. Ouais, c'est vrai que dans les pays méditerranéens et même dans la grande partie de l'Europe, moi, quand je suis arrivée de France, ici, je voyais les gens qui m'invitaient à dîner, donc à dîner le soir. Pour moi, c'est le dîner, c'est le soir. Vers 18h, j'étais là, mais du coup, on prend le thé ou on fait l'apéritif. Ouais, exactement. Et ils me disaient, non, c'est pour dîner, manger le soir. J'étais là, 18h, c'est l'heure du goûter encore pour moi. Ouais. De 16h à 18h, pour moi, c'est le goûter, l'apéritif. Si t'es un adulte, t'as envie de manger des chips, boire un verre. Et puis à partir de 20h, 20h30, tu manges. Et c'est vrai que je te rejoins, moi aussi, dans ma culture à moi, manger à 17, 18h, ça fait un petit peu tôt. Ou alors que j'ai pas mangé depuis le matin et que j'ai faim, mais sinon, c'est un peu compliqué. De quoi t'es le plus nostalgique, Vanessa? Que ce soit, on va parler un peu des deux avec toi, on va parler d'un peu de ta culture libanaise et de Abu Dhabi, de qu'est-ce qui te manque le plus en fait depuis de là-bas? Si tu veux qu'on commence avec Abu Dhabi, c'est peut-être le temps là-bas, il fait très chaud, il fait très beau. En été par contre c'est un peu trop chaud, les températures augmentent. Ça monte jusqu'à combien? 40, 50 degrés. Ah ouais. Mais autre que ça, tout au long de l'année, c'est du beau temps. Par contre, ici, on a un peu de toutes les saisons. Il fait un peu froid en hiver. Alors ça, c'est définitivement quelque chose qui manque. Au Liban, on peut dire la famille, le sens, tu vois, de rester tous ensemble. Le partage. Le partage, ouais. Parce que c'était un peu difficile de trouver ça ici. Par contre, là-bas, tout le monde se connaît, tout le monde est amical et généreux. Alors, c'était un peu un changement. Mais autre que ça, c'était pas mal. Ok. Ouais, c'est dur la météo, c'est dur le climat au début. Ouais. Là, ça fait 11 ans maintenant que tu es arrivé ici avec ta famille. Est-ce que ça va mieux l'hiver ou tu subis encore pas mal? Un peu des deux, un peu des deux. Tu t'habitues un peu, mais quand même... Quand tu vas d'un climat extrêmement chaud à extrêmement froid, c'est les deux extrêmes complètement, il faut s'habituer. Et ça prend du temps pour s'habituer. Les premiers quelques ans quand on est venu, c'était comme « Waouh, la neige, c'est magnifique ». Et maintenant, quand je vois la neige, je suis comme ouais. On peut ne pas voir ça peut-être. Est-ce qu'on peut passer directement à l'été quoi? Ouais. Est-ce que depuis que tu es arrivé, tu as réussi à trouver d'autres personnes un peu comme toi qui venaient soit un peu du Liban, soit d'Abu Dhabi? Est-ce que tu as réussi à retrouver une communauté ici ou c'est un peu compliqué? C'est un peu compliqué, mais aussi on a pu le faire d'une façon un peu plus facile que d'habitude parce que on a une église à côté au début de downtown qui est libanaise. Alors ça c'est où on a rencontré la majorité des Libanais que je connais jusqu'à aujourd'hui et la majorité de mes amis libanais sont dans cette communauté. Alors ça a été un peu plus facile pour s'intégrer parce que tout le monde parle arabe, tout le monde communique d'une façon qu'on comprend, tout le monde a la même culture, la même tradition. Alors même si c'était toujours un nouveau pays, c'était difficile, je pense que ça nous a aidé extrêmement. Parce que sans ça, je pense pas qu'on aurait dû entrer si facilement à Toronto, surtout qu'on est francophone et c'est un environnement anglophone et tout ça. Est-ce que justement ton parcours d'intégration il a été simple pour toi ou ça a été justement ça a été difficile? Comment tu le décrirais ton parcours d'intégration en Ontario ici? Au début difficile parce qu'en fait je connaissais pas trop l'anglais à ce temps-là. Parce qu'à Abu Dhabi, j'étais dans un lycée, c'était plutôt français-arabe, les cours que je prenais. Il y avait un peu d'anglais, mais on n'a pas appris ça jusqu'à après. Alors quand je suis venue ici, je connaissais pas trop l'anglais. Et j'étais dans une école
élémentaire, primaire en français. Alors ça, c'était pas un problème. Mais quand tu sors de l'école, ou bien quand tu commences à parler avec tes amis pendant la récréation ou en dehors de ça, ou bien si leurs parents ne parlent pas le français, ça devient un peu dur à communiquer avec eux au début. Mais bien sûr, éventuellement, tu attrapes la langue et puis ça devient un peu plus facile et puis tu commences à t'intégrer, comme j'ai dit, notre église libanaise aussi. La plupart, on communique ensemble, si tu veux, en anglais, parce que aussi, les membres, comme je parle de les gens de mon âge, par exemple, on communique en anglais. Parce que pas tout le monde, en fait, oui, les Libanais connaissent 3 langues, mais pas tout le monde connaît 3 langues. Alors ça devient de plus en plus facile. Et puis j'ai pu apprendre la langue et j'ai pu m'intégrer plus facilement, si tu veux. Mais alors du coup, si tu devais dire ton principal défi ou les principaux défis auxquels tu as été confronté, toi et ta famille, en fait, puisque vous êtes arrivés en même temps, ce serait quoi? Ce serait la langue ou il y aurait d'autres choses aussi? Il y a la langue, il y a le sens de recommencer de zéro. Parce que tu vas dans un environnement où tu connais tes amis, tu as des repères. Tu as des repères et puis tu viens ici et tu commences de nouveau dans une nouvelle école, tu dois faire des amis de nouveau, tu dois rencontrer des nouvelles familles, tu dois savoir comment se diriger dans cette cité qui est différente. Toronto, bien sûr, est différente qu'Abu Dhabi, qui est différente que Beyrouth. Alors, c'est pas seulement la langue, il y a aussi la culture, la tradition, qui aussi se mélangent tous ensemble. Et tu parlais de l'église, justement, que tu fréquentes avec ta famille et que ça a été justement un moyen de connecter un petit peu avec ta communauté. Est-ce qu'il y a eu d'autres organismes ou programmes que vous avez un petit peu checkés avec ta famille ou toi toute seule de ton côté, que ce soit des groupes de sport ou des organismes, par exemple le centre francophone ou des choses comme ça, ou alors l'église, ça a vraiment été votre truc un peu central pour faire des connexions? L'église, c'était plutôt central, je veux dire, parce que la plupart des choses qu'on faisait, c'était pas relié à la francophonie, parce qu'on essayait de s'intégrer en tant qu'anglophone, si tu veux, parce que déjà, on connaît la langue française, alors on essayait de s'intégrer d'une façon anglophone plutôt que francophone. Alors on n'a pas vraiment essayé de trouver des organismes francophones autres que l'école qui était en français. Alors je vais dire pas vraiment, autre que l'église, non, pas vraiment. Et selon toi, Vanessa, est-ce qu'il y a des défis, on parlait des tiens, de ceux que ta famille a rencontrés et tout, mais des défis que les nouveaux arrivants francophones, c'est obligé qu'ils soient confrontés à ça? Ce serait quoi selon toi? Le défi principal, c'est de trouver d'autres francophones dans une ville surtout anglophone. Moi, peut-être c'était plus facile parce que j'étais dans une école. Et que tu étais jeune encore, ouais. Pour tes parents, peut-être c'était plus dur de faire des connexions. Oui, c'était plus dur pour trouver des francophones dans une ville aussi grande et aussi répandue. Parce que quand tu vas parler avec quelqu'un, tu vas parler en anglais. Tu vas pas savoir, même s'ils connaissent le français, tu vas pas savoir, sauf si c'est mentionné d'une façon indirecte ou par accident. Tu as fait sortir un mot en français et puis ils ont pu attraper ça. Ils ont dit, ah ouais, tu es francophone. Et puis de là, tu commences la conversation en français. Mais avant ça, c'était super dur. Et c'est toujours un défi, mais je pense que ça devient de plus en plus facile parce qu'on a les réseaux sociaux maintenant. Tu peux trouver des groupes sur l'internet, sur les sites web, où maintenant je pense qu'ils sont en train, j'ai jamais essayé, mais je pense c'est plus facile de faire cette connexion avec les gens qu'auparavant il n'y avait pas cette opportunité vraiment de s'intégrer dans des groupes en ligne. Mais c'est toujours un défi. Et si justement tu devais donner des conseils aux nouveaux arrivants francophones, ce serait quoi pour qu'ils arrivent justement à pas se sentir trop isolés, pas se sentir trop seuls? Toi, ce serait quoi tes conseils, Vanessa? D'essayer de s'intégrer, d'apprendre la langue s'ils ne connaissent pas, mais en même temps ne pas perdre le français. Parce que si tu veux rencontrer d'autres francophones, tu dois toujours montrer que tu es francophone d'une façon directe ou indirecte. Alors, essayer de s'intégrer d'une façon
facile, mais en même temps, ne pas oublier le français et essayer de trouver ces organismes, ces communautés, si ce n'est pas en ligne, sur les rues, où vous pouvez trouver d'autres gens qui peut-être ont fait le même parcours que vous et c'est plus facile à communiquer parce que vous vous comprenez. Et est-ce que toi, tu penses que justement de parler de la francophonie, parce que je le répète tout le temps, mais en général, quand tu entends quelqu'un parler en français, les gens vont dire soit tu viens du Québec, soit tu viens de France. Ils oublient que la francophonie, c'est large, c'est varié, on vient d'un peu partout dans le monde. Justement, est-ce que pour toi, tu trouves que c'est important de rappeler que la francophonie, bah, c'est pas juste la France et le Québec, et qu'on est plein, et que justement, peut-être, de rappeler aux gens qu'on vient de partout, bah, ça peut éviter de faire des amalgames, et puis surtout, on lutte un peu contre la discrimination comme ça. Oui, totalement, parce que même d'expérience, quand je leur dis que je connais le français, ils pensent directement que je suis française. J'avais même une amie, quand j'étais à l'école, elle a cru pour presque 3 ans que j'étais française, même si à chaque fois que je lui rappelais que j'étais libanaise. Alors c'est important d'aller découvrir les autres pays, parce qu'il y en a absolument plein de pays que peut-être c'est pas une langue officielle, mais c'est une langue qui est parlée. Et même au Liban, le français c'est pas mal répandu dans presque tout le pays. Il y a toujours bien sûr des villes ou des régions où c'est pas tout à fait le français, c'est plutôt l'arabe et même l'anglais. Mais la majorité du temps, il y a la plupart des gens, si tu vas et tu leur dis est-ce que tu parles le français, ils vont te dire oui. Alors c'est vraiment important d'aller découvrir et je suis sûre il y a plusieurs autres pays, même le Maroc, l'Algérie, tout ça, qui parlent le français. Et c'est toujours bien de découvrir. Il y a toujours plein de dialectes aussi, il y a différentes façons de parler. Alors c'est toujours important de découvrir toutes ces cultures. Alors là, on va passer à la deuxième partie de cette entrevue, ma chère Vanessa. Alors, comme toi, tu es un peu métisse dans ton parcours d'intégration, vu que tu es d'origine libanaise, mais que tu as quand même vécu à Abu Dhabi, que tu es née là-bas, tu peux me parler un peu des deux. Donc, par exemple, je vais te dire quel est l'acteur ou l'actrice la plus emblématique pour toi. Si tu dis, bah là, je pense plutôt au Liban et tu vas me dire qui c'est, ou alors tu vas me dire, bah non, là, plutôt Abu Dhabi parce que j'ai grandi à Abu Dhabi et que du coup, bah, par exemple, la musique, je l'ai plus écoutée quand j'étais à Abu Dhabi. Ok? Donc là, on va commencer avec l'acteur ou l'actrice la plus connue. Selon toi, ce serait qui? C'est un peu difficile de dire parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices connus au Liban. Et même si je regarde pas trop les émissions libanaises, si tu veux. Il y a plusieurs, je sais pas. Il y a Nadine, Nassib Njem. Qui d'autre? Je sais pas, il y en a plein. Ok, bon, on va garder cela si c'est... Je suis pas trop... Je ne connais pas trop parce que je regarde pas trop les émissions libanais ou arabes en général. Ok, bah, des fois c'est peut-être les trucs que tu vois via les émissions que tes parents ils peuvent voir. Exactement. Et du coup tu dis ah ouais, ça c'est la star chez eux quoi. Ouais, exactement. Eux ils savent plus les noms parce que c'est plus leur génération à eux. Leur génération que ma génération. Ouais. Bah alors pareil maintenant avec la musique. Si tu devais dire la star de la musique, que ce soit au Liban ou à Abu Dhabi, ce serait qui selon toi? Alors au Liban, Fayrouz, elle est connue. Même plus que le Liban, elle est connue dans le Moyen-Orient et aussi partout dans le monde. C'est une icône libanaise, si tu veux. Aussi, elle n'est pas de ma génération, mais jusqu'à aujourd'hui, on écoute ses chansons. Et elle est définitivement la plus connue, même s'il y a toujours d'autres chanteurs et chanteuses maintenant qui sont pas mal fameux. Par exemple, il y a Nancy Ajam, il y a Elissa, il y a Assel Helene. Toutes ces personnes aussi sont merveilleux chanteurs et chanteuses. Mais Fayrouz, elle est définitivement la plus haute. C'est la number one, comme on dit. Number one, ouais. Si je te parle du film culte, un film vraiment tu peux pas passer à côté, ce serait quoi? Comme j'ai dit à propos des émissions, je regarde pas trop, mais j'ai regardé un film
qui a été pris, je ne sais pas si c'était quelque part en Europe, peut-être l'Italie ou avant ça, j'ai aucune idée. En anglais, ça s'appelle Perfect Stranger, mais ils l'ont fait d'une façon libanaise. Alors, c'était des acteurs libanais, c'était en arabe le film, et j'ai pas mal aimé parce que c'était intéressant, c'était à propos des téléphones et des amis qui étaient tous ensemble en train de manger. Et puis, il y avait un peu de communication entre eux vers le téléphone. Et puis, c'est à cause des problèmes. Je ne vais pas vraiment dire des spoilers, mais les téléphones ont causé des problèmes. Et c'était un peu comique aussi. Ça, c'était un des seuls films libanais. Et même ça, c'est pas purement libanais parce que ça a été pris de quelque part d'autre. Mais définitivement, c'était un très beau film. J'ai adoré. Et il y avait aussi un autre film que j'ai regardé au ciné, en fait. Ils l'ont mis à Mississauga. Je suis allée le regarder parce que plutôt c'était mes parents. Qui t'ont forcé. Pas vraiment, mais c'est pas mal connu au Liban et ça s'appelle El Haïba. Ils ont mis quelques saisons sur Netflix. Et je sais pas trop c'est à propos de quoi, mais il y a beaucoup. C'est comme un film d'action. Un peu de guerrier avec des choses à propos du Liban et à propos de la Syrie et les conflits autour, mais ce n'est pas une vraie histoire. C'est quoi le nom de ça déjà? El Haïba. Ok, et donc ça on peut... Enfin je veux dire, il y a des films que tu peux aller voir au cinéma ici, Ouais. que ce soit à Toronto ou un peu dans le GTA, un peu dans toute la région du Grand Toronto, tu peux quand même trouver des films des fois, que ce soit des films en arabe ou des films qui... parle un petit peu de ce coin de pays-là. Ouais, il y a des films qui sont diffusés, pas dans toutes les places de ciné, mais il y en a quelques-unes où ils mettent des films internationaux. Ouais. Ah, c'est cool ça c'est bien, parce que comme ça, les gens, ils écoutent et peuvent se dire, ah bah je vais découvrir, parce que des fois, tu découvres les cultures via le film, via la musique et tout, et du coup, tu découvres plein de trucs. Maintenant, on va parler du plat. Alors, en plat typique, j'ai l'impression que chez toi, la nourriture, c'est important. Ça fait partie de votre culture. Ce serait quoi le plat typique, du coup? Alors, si tu veux, le plat national du Liban, si tu veux, c'est kebé. Et si tu veux être plus précise, le kebé naillé, qui veut dire kebé cru. Et c'est mangé de façon différente. C'est quoi comme viande? C'est pas une viande, c'est fait de... Burgoul, je suis pas sûre c'est quoi le mot en français. C'est comme des graines hachées peut-être. Ouais. Et puis ils le font comme ça devient comme une pâte. Et puis il y a différentes façons de la manger. Alors si tu veux, la première façon c'est de faire comme une boule avec, mettre de la viande qui a été sautée avec des oignons au milieu et puis la refermer. Et c'est comme un genre de naan un peu. C'est plutôt comme un cercle rempli dedans. Ouais. Et puis, tu le mets dans la friteuse. Et puis, ça sort. Et puis, comme une boule, en fait. Ouais, c'est comme une boule. Exactement. Si tu veux l'imaginer, une boule. Parce que je ne sais pas comment d'autres l'expliquer. Ouais. Ça, c'est une façon de le manger. Tu peux le manger cru. Alors, c'est juste la pâte elle-même avec du pain pita. Et il y a aussi une troisième façon où c'est de la tendre sur un plat, mettre la viande au milieu et la recouvrir aussi, et puis la mettre dans le four. Et puis, chacun d'eux a un différent goût, mais les trois, c'est bon. Ils sont tous bons. Tu m'as donné super faim. Et si, maintenant on parlait de boisson, la plus populaire, ce serait quoi? L'arak. C'est quoi ça? C'est de l'alcool qui est fait de base d'anis et de raisin. Et quand tu la vois dans une bouteille, c'est en fait transparent. Elle n'a pas de couleur. Mais parce qu'elle est trop forte, en tant qu'alcool toute seule, tu dois la mélanger avec de l'eau. Et quand tu la mélanges avec de l'eau, tu dois mettre plus d'eau que de ça. Quand tu la mélanges, ça devient comme un blanc très... Comme le lait, imagine le blanc du lait, ça devient vraiment similaire à la couleur du lait. Et puis, ça se boit avec le kebenaï, par exemple, ça se boit avec les repas que tu as. Pas toujours. Mais du coup, il y a de l'alcool dedans?
Oui, c'est de l'alcool. Et tout le monde en boit? Ouais. Ah ouais, même, je veux dire, même quand t'es jeune, c'est pas un truc qu'on interdit de boire aux enfants, par exemple? Non, les enfants, peut-être pas, ils vont pas boire ça. Mais par exemple, arrivé à un certain âge, quand t'es ado, on va te dire oui? Ouais, on va dire oui, absolument. C'est vraiment relié avec les plats que tu manges. Surtout avec quelque chose qu'on appelle mesa, c'est comme plusieurs petits plats ensemble que tu mets sur la table. Comme il y a de la salade, il y a du hummus, il y a le kebab et tout ça. Surtout avec ça, ça c'est l'environnement parfait pour boire l'arak. Et aussi avec le poisson. Quand tu mets le poisson dans les friteuses, aussi c'est très connu d'en boire ça avec. Ok. Alors, admettons que moi, ou peu importe, tu croises quelqu'un qui te dit « Je vais à Abu Dhabi », et on le fera pour le Liban après, mais je vais à Abu Dhabi, je veux pas rater l'endroit à visiter. Qu'est-ce que ce serait cet endroit justement à ne pas rater? Je dirais Ferrari World. Alors, c'est un place d'attraction juste à côté du circuit du Formula One. Et c'est juste un parc d'attractions super énorme, c'est magnifique. C'est tout à propos du Ferrari. Les choses sont Ferrari. C'est comme Walt Disney, mais en Ferrari. Mais Ferrari complètement. Tu vois les voitures, tu vois comment les voitures ils sont construites. Ils te montrent absolument tout. Et aussi, il y a le roller coaster le plus vite du monde entier là-bas. Ah ouais. Ça s'appelle Formula Rossa. Moi, j'ai été une fois dessus. Et c'est quelque chose de ne pas rater, même si la ligne, elle est immense. Et ça va te prendre peut-être 2 à 3 heures d'attente avant que tu arrives sur... que ce soit à ton tour, ouais. Sur le siège. C'est absolument magnifique. C'est définitivement quelque chose qu'il faut voir. Et au Liban, tu dirais quoi du coup? Le Liban, il y a beaucoup... c'est un peu difficile à dire, mais si tu veux que je choisisse, peut-être je choisirais 2. Okay. En tant que tourisme, il faut aller voir la forêt des cèdres, qui est un peu au nord. C'est juste absolument magnifique. Il n'y a que des cèdres, tu peux aller marcher entre les cèdres. Parce qu'on rappelle que le cèdre, c'est un peu l'emblème du pays au Liban. Ouais, c'est l'emblème du pays et on en a partout, pas seulement dans cette région, mais cette région spécifiquement, ça s'appelle Eriz, qui veut dire cèdre. Alors définitivement, tu devrais visiter là-bas parce que tu peux marcher entre les arbres et tout ça, il y a comme un chemin. Et tu fais du sport en même temps, un peu de hiking. Et le deuxième, c'est Baalbek. C'est une autre région où il y a toujours des temples romains. Okay. Et c'est absolument gigantesque. Tu as besoin presque la moitié de la journée pour y marcher tout. Et c'est mieux de ne pas aller quand il y a trop de soleil parce que vraiment c'est juste ouvert. Et c'est juste les temples, des ruines. Comme similairement quand tu vois en Grèce. Ouais. Où ils disent à propos à Athènes, ils disent il y a les temples. Il y a presque la même chose, mais c'est des temples romains là-bas et c'est aussi grand. Et définitivement, c'est une des places les plus touristiques au Liban. Ok. Si maintenant on parle de sport, Vanessa, ce serait quoi le sport le plus connu ou le plus pratiqué au Liban? Je pense pas qu'on a un sport national. Mais de ce que je connais, c'est le basket et le soccer ou le football. Et c'est la même chose à Abu Dhabi? À Abu Dhabi, je dirais plutôt le foot ou peut-être aussi le Formula One si c'est considéré un sport. C'est considéré un sport, mais c'est pas celui que les gens vont pratiquer le plus parce que ça coûte très cher de faire de la Formule 1. Ouais, c'est vrai. Mais c'est le plus connu à Abu Dhabi si tu veux. Si tu veux parler en tant que le plus pratiqué, je pense à Abu Dhabi, c'est plutôt le foot. Et puis au Liban, c'est plus basket que c'est le foot. L'équipe, là-bas, l'équipe nationale, elle est meilleure au basket qu'au foot. Ok. On va parler d'une expression. Ça serait quoi l'expression typique que si tu l'entends dans la rue, tu dis « Wow, ils sont libanais, ça c'est sûr. » Si tu dis ça, c'est sûr que t'es libanais. Il y en a plein, il y en a beaucoup. Je pense
s'ils disent le mot yalla, qui a beaucoup de différentes définitions, directement, je sais, peut-être pas libanais, mais je sais qu'il est arabe, parce que ça veut dire, yalla, ça veut dire comme viens, ou bien qu'on part, ou allons-y, mais tu peux l'utiliser de façon diverse, si tu veux. Un autre, c'est habibi, maintenant, ça devient un peu plus connu, parce que j'entends les gens qui sont pas arabes même l'utiliser, qui veut juste dire mon amour, si tu veux, mais nous, on l'utilise d'une façon comme plus expressive, si tu veux, plus, comment dire, je sais pas, c'est plus d'une façon pour montrer que tu... Que t'affectionnes quelqu'un? Ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce qu'ils ont des expressions particulières à Abu Dhabi? Ça, je suis pas sûre, mais je sais que la façon qu'ils parlent l'arabe là-bas, c'est différent. Le dialecte, c'est un peu différent. Et la façon qu'ils parlent, je sais directement que cette personne vient d'Abu Dhabi ou des Émirats Arabes Unis. Parce que c'est un peu plus lourd l'accent, si tu veux. Ouais, c'est une question d'accent, c'est pas forcément une question d'expression ou quoi que ce soit. Non, ouais, exactement. Ok. Alors, cette question, à chaque fois, j'aime bien l'expliquer un peu plus parce que si je te dis, c'est quoi les stéréotypes des gens du Liban, on dirait que c'est négatif alors que pas du tout. C'est plus, c'est quoi les clichés un petit peu quand on se dit, ah bah oui, forcément, les Libanais, tu vois. Quand je compare avec la France, moi je viens de Paris, forcément, le cliché suprême des Parisiens, c'est qu'on fait tout le temps la tête, qu'on est tout le temps en train de se plaindre, il y a rien qui va, il y a toujours un truc à dire, tu vois. Et j'avoue, moi, je suis un peu comme ça, j'ai toujours un truc à redire, je suis toujours jamais réellement satisfaite. Mais si tu devais dire un stéréotype ou un cliché sur les gens du Liban, tu dirais quoi, Vanessa? C'est un peu dur à dire. Mais ça peut être positif, hein. Pardon? Ça peut être positif, ça peut être, bah nous, on est hyper accueillants, tu vois, par exemple. Ouais. Ouais, bien sûr qu'on est accueillant. Si tu veux, on est fort. Quand on parle, on est très fort. Alors, vous êtes expressif. Ouais, on est trop expressif, si tu veux, et ça se montre directement parce que tu es dans un... Par exemple, si on est dans un environ public, directement, tu vas savoir cette personne est libanais ou arabe parce qu'ils sont en train de parler avec leur famille d'une façon hyper forte et tu peux les entendre de l'autre côté de la rue. Alors, je pense que ça, c'est peut-être un stéréotype. Mais je pense pas que c'est quelque chose de négatif, je pense que c'est juste Ah non, ça n'a pas besoin d'être négatif, ouais. Ouais, je pense que c'est juste d'une façon naturelle qu'on s'exprime. Comme tu vois, on va dire les Italiens, souvent ils vont parler avec les mains, tu vois. C'est un stéréotype, c'est pas forcément négatif, c'est juste, c'est comme ça a toujours été comme ça et ça restera comme ça. Ouais, alors je pense définitivement, on parle très fort. Vous êtes déjà expressif, vous aimez vivre, quoi. Ouais, 100%. Il y a combien d'heures de vol entre Abu Dhabi, du coup, et Toronto? Combien d'heures de vol? Est-ce que c'est des vols directs? Est-ce qu'il faut faire des stops? Comment ça se passe? Alors, de Toronto à Abu Dhabi, c'est 14 heures et il n'y a pas d'escale. Alors, directement, de Toronto à Abu Dhabi, tu arrives. Alors, c'est un trajet pas mal long, mais c'est pas trop difficile. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'escale, il n'y a pas de détour ou quoi Alors, que ce soit. tu restes dans l'avion pour 14 heures et c'est tout. Et depuis le Liban? Liban, alors en fait, on n'a pas un vol direct de Toronto à Beyrouth. Alors, s'il y avait un vol direct, je vais dire que ça aurait dû prendre 12 heures. Mais puisqu'il n'y a pas, tu dois faire une escale ou bien quelque part au Moyen-Orient ou quelque part en Europe. Il n'y a pas de stop à Montréal possible? Si tu fais un stop à Montréal, tu vas arrêter une deuxième fois. Ah ouais. Alors même de Montréal il y a pas de à direct. Beyrouth, il n'y a pas. Du Canada au Liban, il n'y a absolument pas. Alors, même si tu n'es pas à Toronto, tu es dans une autre ville au Canada, tu dois toujours faire un escale quelque part d'autre et puis reprendre, descendre. Et d'habitude, ça va prendre plus que 12 heures parce que d'habitude, quand tu fais un escale, tu dois sortir de l'avion. Tu as des escales entre 3 heures et ça peut monter jusqu'à 24 heures. Et puis, tu dois reprendre deuxième avion pour continuer ton trajet. Ouais, c'est méga long. Ça va plus vite à Abu Dhabi, quoi, en fait. Ouais, 100% plus vite. C'est quoi la capitale du Liban et c'est quoi la capitale des Émirats Arabes Unis, du coup? Parce que Abu Dhabi, c'est une ville, en fait. Oui. Ou c'est un pays? Non, c'est une ville. Et ouais, c'est ça. Alors, le pays, c'est Émirats Arabes Unis. Ouais. Et la capitale des Émirats Arabes Unis, c'est Abu Dhabi. Ok. Même si la plupart des gens pensent que
Dubaï, c'est un pays où Dubaï, c'est la ville capitale. En fait, ce n'est pas. C'est Abu Dhabi qui est la ville capitale. Et celle du Liban, c'est Beyrouth. Exactement. Et il y a combien d'heures de décalage entre Abu Dhabi et Toronto et entre Beyrouth et Toronto, si c'est pas pareil? Ouais, ce n'est pas pareil en fait. Toronto, au Liban, eux, ils sont en avance 7 heures. Alors, n'importe quand le temps qui est ici, tu ajoutes 7 heures, c'est le temps au Liban. Ouais. À Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, c'est plus 9. Alors, n'importe quel temps que tu as ici, tu ajoutes 9 heures, c'est le temps à Abu Dhabi. Alors, ils sont tous les deux en avance. Ouais, donc il y a quand même pas mal de décalage horaire entre les deux. Pas mal un grand Quand tu dois appeler ta famille, des gens qui sont restés là-bas, tu dois calculer les heures. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je dois toujours le faire quand c'est le matin chez nous, parce que là-bas... Pour pas qu'il soit trop tard chez eux. Ouais, parce que là-bas, c'est l'après-midi. Et est-ce que au Liban et à Abu Dhabi, c'est pareil? Est-ce qu'il y a plusieurs dialectes? On parlait, tu vois, d'expression tout à l'heure ou d'accent, mais est-ce qu'il y a d'autres... tu vois, par exemple, je sais qu'au Liban, vous avez quasiment 3 langues. Vous parlez l'arabe, vous parlez l'anglais, vous parlez le français. À Abu Dhabi, je pense qu'aux Émirats Arabes Unis, c'est plus principalement l'arabe qui est parlé. Mais est-ce qu'il y a d'autres dialectes? Tu vois, par exemple, je sais qu'au Maroc, en Algérie, en Tunisie, il va y avoir les chleuh. Tu vois, toutes les expressions un peu... Enfin, tous les dialectes un peu plus des montagnes, les trucs dans les campagnes. Tu vois, il y a plusieurs dialectes. Est-ce que ça fonctionne pareil au Liban et à Abu Dhabi, du coup? Ouais, alors le truc avec le Liban et l'Abu Dhabi, c'est que, premièrement, les deux, ils parlent l'arabe. Alors, quand on dit que je parle le libanais déjà, c'est un dialecte de l'arabe. Même chose avec leur langue, que d'habitude, on fait référence à le khaliji, ou bien le khaliji, c'est juste c'est comme dire le libanais, c'est la même chose pour les gens qui vivent à Abu Dhabi. C'est tous les deux des pays arabes, mais le dialecte, par exemple, libanais, c'est différent au khaliji, mais ça ne veut pas dire que tu les comprends pas. Tu peux toujours les comprendre, mais peut-être la prononciation est différente, quelques mots c'est différent, quelques lettres c'est différent, mais c'est toujours l'arabe. Et si on veut parler plutôt à propos du Liban, dans le pays lui-même, il y a plusieurs dialectes du dialecte libanais. C'est un peu confusant. Non, mais je comprends. Mais dépendant à la région au Liban, le sud et le nord et le centre et la capitale, ils vont tous avoir un dialecte différent du libanais, de l'arabe. Mais ça ne veut pas dire, comme j'ai déjà mentionné, tu peux toujours les comprendre, mais ça se voit d'une façon pas mal... C'est perceptible quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a un habit traditionnel au Liban et est-ce qu'il y a un habit traditionnel aux Émirats Arabes Unis, du coup, à Abu Dhabi? Alors, au Liban, tu vas jamais voir les gens porter ça. Je pense ça s'appelle tarbouch ou fez. C'est un autre mot que les gens le connaissent. C'est un chapeau rouge avec un petit morceau de ficelle qui sort dessus. Tu vas pas voir les gens le porter sur les rues, mais c'est toujours... Plus dans les mariages, des trucs comme ça? Non, même pas. Même pas? C'est plutôt quelque chose de très ancien. Tu vas définitivement les trouver dans les places de souvenirs. Quelque chose qui est relié au Liban, tu vas définitivement les trouver. Mais autre que ça, tu vas pas vraiment trouver quelqu'un qui est en train de porter ça. Même dans les occasions qui sont extrêmement formelles, tu vas presque jamais trouver ça. Et est-ce qu'aux Émirats Arabes Unis, il y a un habit traditionnel? C'est pas vraiment un habit traditionnel, c'est plutôt un habit... Ouais, si tu veux, je connais pas vraiment le nom, mais c'est aussi un aspect religieux aussi. Les hommes, ils portent... Là-bas blanc? Ouais, et ils ont... Je connais pas le nom. Ouais, le genre de foulard avec le truc noir autour, là. Ouais, exactement. Moi aussi, je connais pas le nom, mais je vois ce que c'est. Ouais, je sais pas, le nom, ça a glissé de ma bouche. Alors, c'est un peu un mix de traditionnel et de religion en même temps. Ok. C'est quoi l'hymne national au Liban
Et c'est quoi l'hymne national aux Émirats Arabes Unis? Parce que du coup, si tu as grandi là-bas, tu as dû connaître un peu les deux, je pense. Oui, alors l'hymne national au Liban, c'est Kulluna lil Watan. Et ça parle de quoi? Ça veut dire tous pour la patrie. Ok. Et puis celle d'Abu Dhabi, je connais pas en fait le nom. Mais si je l'entends, je connais c'est quoi, je sais pas le nom. Mais ça parle de quoi? Ça parle aussi de patrie, de drapeau, de choses comme ça? Oui, si tu veux, les deux. Le Liban, puisque je connais plus à propos du Liban, celui-là du Liban, c'est plutôt à propos de la patrie et du drapeau et du pays lui-même. Et celui d'Abu Dhabi, je pense aussi quelque chose autour de ses alentours. Et avant qu'on se quitte, Vanessa, est-ce que tu peux nous rappeler comment il est le drapeau du Liban et comment il est le drapeau des Émirats Arabes Unis? Oui, alors le drapeau du Liban, il a deux bandes rouges horizontales, une en haut et une en bas. Et puis au milieu, au fond c'est blanc, mais il y a un cèdre vert au milieu. D'où le fait que ce soit très important, le cèdre, au exactement, final, c'est symbolique, le cèdre. C'est comme la feuille d'érable au Canada, exactement, en fait. Exactement. Alors, c'est comme, si tu veux l'imaginer, c'est comme le drapeau du Canada, mais tu remplaces avec le cèdre et tu changes les bandes, au lieu qu'ils sont verticales, tu les changes horizontalement. Ouais, c'est vrai, c'est ça, ouais. Et celui de Abu Dhabi, je connais les couleurs, je sais pas trop l'ordre, je pense c'est... Il y a le rouge, il y a le blanc, il y a le vert et il y a le noir. Je pense les couleurs c'est rouge, blanc et puis vert à la fin. Et puis le noir c'est horizontal. Mais je suis pas trop sûre. Il faut que je fasse mes recherches. Ou bien c'est peut-être en fait rouge verticalement. Et puis, je suis sûre que le vert et le blanc sont en bande horizontale. Je dois faire un peu plus mes recherches. C'est ou bien le rouge ou bien le blanc qui est vertical. Et avant qu'on se quitte pour de bon, Vanessa, est-ce que tu as un dernier mot à dire aux auditeurs de Choc FM 105.1, que ce soit par rapport à tes origines, par rapport au fait d'être francophone ici en Ontario, sur quoi on termine cette entrevue? S'ils veulent, c'est toujours bien de découvrir les autres cultures, d'apprendre. Même moi, en tant que Libanaise, et j'avais vécu à Abu Dhabi, j'aime toujours apprendre à propos des autres cultures, surtout parce que ici on vit dans une ville qui est multiculturelle. Alors, je leur donne le choix, s'ils veulent, de aussi aller découvrir les autres cultures, si ce n'est pas le Liban, si ce n'est pas l'Abu Dhabi, les autres cultures européennes, d'Asie, d'Afrique et tout ça. Parce que c'est pas seulement quelque chose de beau, mais c'est aussi quelque chose d'informatif. Et c'est bien d'en savoir. Ouais, c'est bien de connaître un peu son voisin. Ça enlève un peu les discriminations ouais. Et tout ça. Et ben c'est sur ces beaux mots qu'on termine cette entrevue. Merci beaucoup Vanessa Boaboud d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était Nathalie Salmeron dans Racine Franco. Et je rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci Vanessa. Merci à vous.